complicité de la communauté internationale dans le dossier RDC. Les avertis parlent de l'inversion de valeur. Les bourreaux sont récompensés et les victimes davantage flouées. Inventivité pour trouer le pneu de véhicule. La police s'en va en guerre contre les automobilistes qui leur tiennent tête dans les artères de Kinshasa. Antenne A, le journal John Ngomboa. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Le journal reçoit monsieur Emmanuel Ilunga, président de Action républicaine pour le progrès, ARP. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons discuter des négociations qui vont se tenir, on l'espère, bientôt en République démocratique du Congo. Donc, je reviens à vous tout à l'heure. Commençons le journal par cette information publiée par la mission onusienne au Congo, la MONUSCO, dans un communiqué publié ce mardi, dit considérer toute personne ne faisant pas partie des forces de sécurité nationale et possédant une arme à feu à Goma et dans les localités situées au nord de la ville comme une menace imminente pour les civils. À compter de mardi 30 juillet à 16h de Goma, indique la mission onusienne, les détenteurs d'armes à feu dans cette région disposent d'un délai de 48 heures pour rendre leurs armes dans une base de la MONUSCO et rejoindre les processus de désarmement et de mobilisation. Dépassé les jeudis 1er août à 16h, 48 heures donc, les dites personnes seront considérées comme une menace imminente des violations physiques à la population et la MONUSCO prendra toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force pour les désarmer conformément au mandat et aux règles d'engagement de la mission. La MONUSCO explique que cette opération vise à imposer une zone de sécurité dans la région des Goma et Saké et sera constituée pour la première fois des éléments de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui travailleront conjointement avec la brigade du Nord Kivu de la mission. La question est à un front congolais. Le Congo peut-il réellement compter sur la communauté internationale pour mettre fin à une guerre qui dure depuis près de 20 ans? Pour la tentative de réponse, suivez ces commentaires de Alain Kyuka. Pour les Congolais, l'aide de 400 millions d'euros que les Nations Unies ont promis au Rwanda, annoncée ce mardi par RFI, sonne comme un déni de justice et une prime à l'agresseur. Les autorités de Kigali auraient bien bombé le torse en recevant cette aide, destinée selon elles à la lutte contre la pauvreté, mais le sang des Congolais qui meurent tous les jours à l'est du pays à cause de la guerre continuera à crier vengeance. Et pourtant l'année dernière, les sanctions financières et les suspensions d'aide imposées par certains bailleurs de fonds comme moyen de pression sur le Rwanda avaient quand même eu un effet positif. Et le M23 qui en ce moment avait occupé la ville de Goma s'était retiré sur ordre du régime de Kigali. Aujourd'hui, avec les dernières preuves de l'implication du Rwanda dans la guerre qui sévit au Nord Kivu, on aurait pensé que la communauté internationale serait moins clémente envers ce pays agresseur. Mais c'est le contraire qui se passe. Lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur la région des Grands Lacs, tenue jeudi 25 juillet dernier, le secrétaire d'État américain John Kerry n'a pas eu le courage de citer nommément le Rwanda. Il s'est juste limité à exiger la cessation de tout soutien des pays voisins aux groupes armés en RDC. Un virage à 90 degrés tout de même, puisque quelques jours auparavant, la porte-parole du département d'État américain avait cité le Rwanda. Alors question, le Rwanda est-il toujours le chouchou des décideurs de ce monde? Ce qui est sûr, le changement d'attitude de la communauté internationale face à Kigali pourra être le tournant de la crise qui perdure depuis 2 décennies dans les montagnes du Kivu. Dans la même escarcelle, il faut ajouter depuis quelques jours, à peu près une semaine, la léthargie qui se remarque au front dans le Nord Kivu où les FARDC ne progressent plus. Une situation qui semble profiter au M23. Eric Izami pour les commentaires. Il nous revient de sources généralement dignes de foi que la situation n'évolue pas au front. Depuis les succès en série de FARDC sur les forces de l'ennemi du M23 à Kibati, situé au pied du mont Nyiragongo, c'est les statu quo. Les vaillants soldats de l'armée régulière ne combattent plus depuis bientôt une semaine. Cette situation statique inquiète la population au point qu'elle se demande pourquoi les FARDC n'en profitent pas pour davantage attaquer les rebelles et les pousser très loin au-delà de Kibumba. Aussi, par rapport à nos sources, les rebelles du M23 voulaient installer une radio à Kibumba, ainsi pour ne fût-ce que chercher à régenter psychologiquement la population de Goma, évaluée à 800 000 habitants aux côtés de 200 000 dans les environs.
Les rebelles du 1-23 voudraient installer cette radio justement avec du matériel pillé autrefois à Rutshuru pour arroser Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Une certaine opinion à Goma pense qu'il ne faut surtout pas rester à ne rien faire au risque d'offrir gratuitement du temps à l'ennemi pour se réorganiser, pourquoi pas s'y réarmer afin d'attaquer à nouveau les populations civiles déjà suffisamment meurtries. Eh bien, dans le même ordre d'idée, sachez que selon le HCR, il y a une augmentation alarmante des agressions sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans la province du Nord Kivu, selon les HCR et selon les statistiques publiées par cette agence. Une hausse alarmante cette année des actes de violences sexuelles contre les femmes et les filles dans la province et particulièrement du viol. Les HCR précisent que 705 cas de violences sexuelles, dont 619 viols, ont été recensés depuis janvier. Sur ces 705 agressions, 288 ont été commises sur des mineurs et 43 sur des hommes. En 2012, sur la même période, le HCR avait comptabilisé un total de 108 cas. Nous allons parler j'allais dire politique, mais en fait d'un homme politique. Il s'agit en l'occurrence de Eugène Diomi Ndongala, détenu au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, au CPRK. Eh bien, selon la Ligue des électeurs qui a rendu visite à Diomi Ndongala, il faudrait tout simplement relâcher Diomi Ndongala car son état de santé ne permet pas qu'il puisse continuer l'état de détention. Reportage de Sylvain Kapombo. Bosengi. Cette délégation, conduite par Maître Sylvain Loumou, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, était composée de l'Observatoire congolais des droits humains, des Anges du Ciel, de la Fondation Bill Clinton pour la paix, de l'Azado, du Centre pour les droits humains et d'autres. À en croire Maître Sylvain Loumou, l'état de santé de Eugène Diomi Ndongala mérite une attention particulière de la part du gouvernement. Il lui a été administré en termes d'antidote et en dehors de tout examen spécifique préalable et nécessaire, une quantité vertigineuse d'anti-inflammatoires qui ont également aggravé sa situation car ils ont entraîné des douleurs gastriques intenses et des malaises au niveau de ses reins. Il ne parvient même pas à se tenir debout pendant plus de 5 minutes. Par ailleurs, le collectif des ONG des droits de l'homme a formulé quelques recommandations. Au procureur général de la République de respecter l'esprit et la lettre des ordonnances de la Cour suprême de justice en mettant fin de ce sang de lait à la détention de M. Eugène Diomi Ndongala et ne pas donner l'impression qu'il reçoit d'injonctions des organes politiques contrairement à l'indépendance du pouvoir judiciaire consacrée dans la Constitution de la République. Au président de la République, en sa qualité de garant de la nation et magistrat suprême, de rappeler le procureur général de la République à l'ordre afin de faire échec à son intransigeance face aux décisions judiciaires valablement rendues. À la communauté internationale de s'impliquer afin d'obtenir la libération sans condition de M. Eugène Diomi Ndongala qui demeure à ce jour un détenu d'opinion politique. Pour rappel, Eugène Diomi Ndongala est poursuivi pour viol sur mineur. Je vous l'annonçais en ouverture du journal, sur ce plateau avec moi, Emmanuel Ilunga, président de Action républicaine pour le progrès, ARP. Alors, quel regard votre parti politique porte sur la situation, j'allais dire, sécuritaire actuellement en République démocratique du Congo? D'abord, moi, j'aurais demandé une minute de silence pour Eugène Diomi Ndongala, parce que ce qu'il subit, c'est inacceptable. Nous y reviendrons. Parlons de la sécurité. La sécurité dans l'est de la RDC. Oui. Eh bien, vous savez, la situation du Congo, elle est très complexe. Et donc, ce qui se passe actuellement au Kenya, élément directement de l'insécurité ou de l'instabilité politique qui résulte à l'intérieur du pays même. Donc, nous demandons aujourd'hui au gouvernement et au pouvoir de bien vouloir accepter
le dialogue avec les partis d'opposition. Si nous retrouvons notre unité nationale, cette unité nationale va avoir une implication directe dans les résolutions qui seront prises, soit aux Nations Unies, soit par la MONUC qui est dans l'est de la RDC, parce que les Rwandais profitent justement des divisions à l'intérieur même de la RDC pour influencer ou manipuler l'opinion internationale. C'est normal, parce que si au sein de notre pays, il n'y a pas, l'unité n'est pas retrouvée, les dialogues n'est pas retrouvé. Oui, justement, je ne sais pas si le mot, vous l'avez utilisé de manière tout à fait hasardeuse ou si c'est réfléchi. Dialogue ou concertation semble être les nœuds gordiens de toute cette affaire, finalement, entre l'opposition et la majorité qui, dans le fond, voudrait la même chose, mais avec j'allais dire, des approches différentes. Non, d'abord, il est normal qu'il y ait des approches différentes. Justement, c'est la raison pour laquelle on parle des concertations. Ouais. Que l'on parle des dialogues, la question sémantique n'est pas là, c'est le fond. À votre avis? À mon avis, oui. La sémantique est moins importante. Ouais. C'est le fond. Qu'est-ce qu'il y a dans la feuille de route? Qu'est-ce que les Congolais vont discuter plutôt entre eux? Il y a les Congolais qui sont à l'extérieur du Congo, donc la diaspora congolaise. Elle attend beaucoup. Vous venez de la diaspora, vous venez de Moi, Paris, je viens de la diaspora, je vis effectivement à Paris. Oui. Mais il n'y a pas que la diaspora. Oui. Mais tous les Congolais qui sont et au Congo et en dehors du Congo attendent beaucoup du changement d'attitude de la part du gouvernement. Si le gouvernement maintient les caps dans la même direction, elle va droit dans le mur. Et ça n'avancera rien, ça n'avancera personne. Alors, dans votre approche dialogue, enfin, en remettant au second plan les problèmes d'ordre sémantique, dans le fond, qu'est-ce qui devrait être discuté à ces dialogues, concertations? D'abord, on parle de problème concernant la diaspora, c'est le problème des doubles nationalités. Les Congolais les Congolais, il faut inscrire ça, c'est un problème très sérieux. Il faut l'inscrire dans la feuille de route. Mais deuxièmement, il y a le problème de partis politiques. Certains partis rejettent complètement la légitimité du pouvoir. Ils veulent discuter sur la légitimité, sur les élections qui se sont passées en 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2000. Mais il y a des partis, qui continuent à en parler. Est-ce que vous trouvez ça pertinent, à votre avis? Mon avis, je pense que à ce moment précis, mon avis personnel, non. Mais c'est des partis politiques qui en parlent. Donc il faut les écouter, parce qu'on parle des dialogues et des concertations, il faut les écouter, il faut savoir ce qu'ils veulent exactement. Aujourd'hui, le pouvoir est sourd et muet par rapport aux revendications de l'opposition. Il me semblait que c'est le président de la République qui a pris l'ordonnance créant les concertations nationales. Bon, pour l'instant, rien n'est fait. Pour l'instant, rien n'est fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on n'a pas les partis politiques, il n'y a aucun parti politique qui a eu une invitation claire. Non, il y a une organisation qui est en train de se mettre en place. Oui, mais d'accord, mais pour l'instant, rien n'est fait. C'est pour ça que j'ai dit pour l'instant, rien n'est fait. Je vous en prie. Et en plus, non seulement il faut mettre l'ordonnance, mais aussi, il faut définir clairement la feuille de route. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va discuter dans la concertation? Et il faut pas exclure des Congolais. Il y a des Congolais qui sont des dirigeants politiques qui sont emprisonnés aujourd'hui. Il faut qu'ils participent aux concertations. Parce que ces gens-là, c'est des dirigeants politiques. Vous voyez ça comme étant les dialogues intercongolais bis? Mais il faut dialoguer. Vous savez, un pays ne peut pas avancer s'il ne dialogue pas. Mais vous savez que les dialogues ne doivent pas se transformer en palabres africaines. Parce que aujourd'hui, les fameux dialogues intercongolais à 10 ans, depuis Sun City jusqu'à ce jour, qu'est-ce qu'il a donné finalement? Oui, mais justement parce qu'il y a eu un manque de volonté politique. Parce que quand vous faites un dialogue et que le dialogue est accompagné d'une volonté politique, je pense qu'il y aura le résultat. Aujourd'hui, je vous reviens. Je vous reviens tout à l'heure. J'espère que nous aurons suffisamment le temps pour développer votre pensée. En marge de l'élaboration du projet du budget 2004, eh bien, le gouvernement congolais, par le truchement du ministère du budget, a organisé un atelier avec les différentes composantes de la société civile. C'est un reportage de Africa Mujinga et Marie-Ange Mazinga. Pendant 4 jours, les participants de cet atelier, à savoir les experts des ministères sectoriels, les acteurs de la société civile, ainsi que le membre de l'ECOFIN de 2 chambres du Parlement, vont non seulement s'approprier de la nouvelle vision du gouvernement, mais aussi émettre leurs avis et considérations. Ces débats d'orientation budgétaire visent à accroître la transparence et la participation citoyenne dans l'élaboration du budget de l'État. Cet exercice découle de la loi sur les finances publiques dans le cadre de l'encadrement budgétaire à moyen terme.
Je voudrais donc demander à tout un chacun de s'impliquer dans l'amélioration de ce document que la programmation Voilà. Ok, je crois comprendre que le reportage a été interrompu en cours. Eh bien, ça me permet de vous annoncer un autre reportage dans le domaine de l'économie. Il s'agit de la visite de la fondation Gertler Family Foundation qui a effectué une visite dernièrement en province orientale dans la société minière Moku Beverland située dans la ceinture des roches des Kilomoto dans les territoires de Ouacha. Nathalie Bomongo et Josiane Belebele pour le reportage. La société minière Moku Beverendi est une société d'exploration minière née de l'association entre la Sokimo, société d'État, et la société minière Moku Gold Mines. À la recherche de nouvelles opportunités, les patrons de la fondation Gertler Family Foundation, Dan Gertler, a juré de diversifier ses activités. Il veut se doter d'un panier varié de matières premières pour stabiliser ses affaires et rentabiliser au mieux ses investissements en RDC. Passer à l'exploitation, il faut d'abord qu'on comprenne la géologie mieux que ça. Il faut qu'on investisse encore dans le forage profond pour savoir s'il y a un enracinement de ce qu'on va trouver en surface. Parce que pour le moment, on a des indicateurs de très positifs d'anomalies de surface, anomales, des indicateurs aurifères anomales. Mais pour le moment, on n'a pas encore l'idée d'abord de la compréhension. On n'a pas une bonne compréhension de la géologie et on n'a pas encore une certitude de l'enracinement de ces anomalies. En général, il faut compter au moins, pour avoir une première étude de préfaisabilité, au moins 3 ans, minimum. Depuis près d'un an, la société minière Moku Beverendi s'active sur le terrain en vue d'explorer la ceinture de roches des Kilomoto dont la géologie archéenne augure d'un potentiel aurifère. Les travaux ont débuté vraiment avec Boulamboula, qui est ici, qui est le site d'orpaillage tout près du camp. Donc c'est pour ça qu'on a le camp Boulamboula. Par la suite, nous avons fait de grands levées de sol tout autour pour trouver justement les extensions à cette mine à ciel ouvert artisanale. On perce un trou environ à 4 mètres dans le sol. Avec comme vision de pérenniser ces activités par un solide partenariat des infrastructures et une équipe d'exploration dédiée à cette mission, Dan Gertler a juré de prendre de nouveaux risques afin de concrétiser sa nouvelle stratégie. De la province orientale, rendons-nous dans la province de l'Équateur où a eu lieu la reprise avec le nouveau gouverneur, lui, Alphonse Koyagalo. C'est passé le 20 juillet. Avant cela, les nouveaux gouverneurs avaient reçu en audience l'archevêque de Mbandaka Bikoro et les responsables provinciaux de la SNEL. C'est un commentaire de Solange Kwalempembele et Sylvie Fortuné-Mboula. C'était une cérémonie haute en couleur au gouvernorat de la province de l'Équateur, en présence de ministres sortants, de membres de famille, des députés provinciaux et d'autres invités. Lui, Alphonse Koyagalo, gouverneur élu, a reçu de main de René Boufaya, gouverneur intérimaire, la gestion de cette province. Ce qui se fait dans l'État, donc l'État n'est pas personnalisé, l'État c'est la continuité. Homme de parole, dès son arrivée à Mbandaka, le numéro 1 de la province a reçu tour à tour le responsable provincial de la SNEL afin de relancer le projet d'électrification de la ville de Mbandaka, l'une de ses promesses électorales. Durant sa campagne, il avait promis de donner à la population de Mbandaka de l'électricité. Hier, nous avons été surpris par une visite au niveau de la centrale. Et c'était l'après-midi. Ce matin, j'étais encore des chefs surpris d'être invité ici, où j'avais reçu entre la main du vice-gouverneur une note d'instruction où on demandait que le compte SNEL puisse être accrédité. S'inscrivant dans la logique du projet agricole initié par le gouvernement central, les agriculteurs ont été aussi reçus par le gouverneur. À tout seigneur, tout honneur, l'archevêque d'Mbandaka Bikoro, Monseigneur Joseph Kumundala, était venu présenter ses civilités au nouveau gouverneur.
J'ai peut-être anticipé, monsieur Emmanuel Ilunga. Je voudrais quand même que vous nous disiez un mot sur Action républicaine pour le progrès. Vous êtes un parti politique de l'opposition et quelle est votre idéologie? Nous sommes un parti de l'opposition, un parti du centre. Donc nous sommes conciliants des deux côtés parce que nous pensons que dans la conciliation qu'on peut trouver la paix. Il ne faut pas être hémiplégique, c'est-à-dire c'est oui ou c'est non. Mais nous pensons sincèrement que dans les dialogues et la conciliation, on peut aller plus loin. D'accord. Alors, par rapport aux grandes structurations de la politique à travers le monde, c'est-à-dire les classiques habituels, les capitalistes, les socialistes, où est-ce que vous vous situez? Oui, mais attendez, aujourd'hui, nous sommes des républicains. C'est socialistes, capitalistes. Non, nous sommes des républicains. Nous pensons que la République est en mesure de garantir la sécurité et la liberté pour tout le monde. Après, ça dépend de la politique que nous pourrons appliquer, qui est en fonction de notre niveau de vie, en fonction des conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, si nous parlons du capitalisme, nous ne pouvons pas appliquer un capitalisme à l'anglaise, à l'américaine, parce que nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'autoroutes, nous n'avons pas d'hôpitaux, il n'y a pas de structure. Nous sommes dans un pays qui est en train de naître, qui commence à peine à naître. Il n'y a aucune structure qui permet même d'héberger cette idéologie. Nous sommes dans un pays en formation. Voilà. Ok, je vais reprendre tout à l'heure parce que mon chef d'édition me signale qu'il faut qu'on évolue quand même un peu rapidement. Eh bien, en quinois, en congolais, il y a les termes Mbassou. Vous vivez à Paris, vous savez ce que c'est Mbassou? Mbassou, oui, mais Napoto, Mbassou et sa maladie. Justement, Mbassou, c'est considéré comme une sorte de mauvais sort à travers la vie de Kinshasa. Eh bien, Mbassou, il faudra élargir la sémantique de Mbassou. C'est pas seulement que le mauvais sort jeté pour des raisons de santé ou d'autres, mais Mbassou, désormais, ça s'applique aussi dans la circulation routière à Kinshasa. C'est une sorte de herse que le policier utilise pour crever les pneus des automobilistes récalcitrants, comme on va le voir dans ce reportage. La journée du 30 juillet a commencé sur une très mauvaise note pour Martin Chonda, chauffeur de la Mercedes 207 de couleur jaune, immatriculée 1163 AL01. En effet, entre 8h30 et 9h, ce bus a été pris au piège des policiers de roulage, appelés communément Mbassou, au croisement de l'avenue Wangata et du boulevard du 30 juin. Pour quelle faute la 207 a-t-elle été immobilisée par cette traverse métallique aux dents en fer? Je viens de pompage et j'amorçais déjà le virage pour prendre l'avenue Wangata. Nous étions sur notre bande, mais subitement le policier a placé ce bar aux dents en fer et tout à coup, nos deux pneus ont été troués. Une version confirmée par les passagères qui décrit le comportement des policiers. Le chauffeur n'a rien fait. Environ pour prendre l'avenue Wangata, le policier a placé des barres de fer et les pneus a crevé. Nous en avons assez avec ces comportements de policiers de roulage. 2 pneus perdus en début de journée, c'est une énorme perte pour Chonda, dont le bus dessert la ligne Pompage Marché Central. Un sérieux manque à gagner pour le propriétaire qui est contraint à débourser de l'argent pour en acheter 2 autres, sans compter l'amende qu'il pourrait payer au cas où la faute était établie et prouvée par les policiers qui, du reste, ont poursuivi paisiblement leur travail sur le boulevard du 30 juin. Eh bien, nous allons vous parler d'un événement heureux. C'est notre carnet rose. Il s'agit de Clarisse Ebandi, agent commercial de Antenne A, qui a convolé en juste noces avec Léonard Makanda. C'était le week-end dernier. Africa Mojinga, Damien Maungu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, déclarent les Saintes Écritures. Ces passages bibliques s'est accompli samedi 27 juillet dans la vie de Léonard Makanda et Clarisse Ebandi. Devant les membres des familles, collègues de service, amis et connaissances, le couple Makanda a scellé son union devant l'officier de l'état civil. Ensuite, c'est devant Dieu qu'ils se sont dit oui à l'église son précieux.
célébrer cette union, une soirée dansante a été organisée au restaurant Les Délices à Gombe, où les convives ont congratulé les nouveaux mariés. On l'appellera désormais Madame Makanga. Clarisse Bandi, la mariée, était resplendissante dans sa robe blanche, symbole de pureté et de bonheur. Heureux mariage au couple Makanga et que nul ne sépare ce que Dieu a uni. J'espère que le couple Makanda réglera son contentieux avec moi pour les cartons d'invitation qui a été oublié. Sinon, au prochain bébé, on ne fera pas passer le reportage. Ben voilà. Nous allons lire la presse parue aujourd'hui dans une sélection et commentaire de Polydor Ngaziami. Les concertations nationales, tant réclamées par la classe politique congolaise, demeurent l'un des sujets les plus débattus du moment. Dans sa livraison de ce 30 juillet, la prospérité fixe l'opinion quant à leur tenue. En effet, écrit le quotidien, à en croire les déclarations faites devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU le jeudi 25 juillet dernier par le chef de la diplomatie RD congolaise, Raymond Tshibanda. C'est au courant du mois d'août que ce rendez-vous historique aura lieu. Des boursicoteurs vont jusqu'à soutenir que le chef de l'État pourrait signer cette semaine une ordonnance en fixant la date et le lieu. Pour Forum des As qui s'y attarde, la majorité et l'opposition sont appelés à se faire des concessions eu égard aux aspirations du peuple et à la menace de balkanisation. Elles doivent accorder leur violon pour aller vite à l'essentiel. Quant à Joseph Olengankoy, président national des forces novatrices pour l'Union et la Solidarité, FONUS, qui s'est prononcé à propos au cours d'un point de presse tenu le 25 juillet dernier, indique l'objectif. Il refute l'idée d'une médiation étrangère, comme le préconisent certains opposants qui sollicitent les bons offices du président Denis Sassou Nguesso, estimant que les Congolais sont capables de résoudre seuls leurs propres différends sans une facilitation étrangère. Une prise de position qui pousse certains observateurs à l'accuser d'avoir relié la cause de la majorité présidentielle, à l'instar de François Mwamba et Yves Kisombe. Un autre sujet très commenté et sur lequel tous les journaux reviennent depuis plusieurs jours, c'est la situation sur le front à l'est de la République. La référence plus qu'il évoque dans ses colonnes annonce à sa une et en manchette que le FARDC contrôle depuis hier, 29 juillet, en début d'après-midi, la localité de Kimbao dans le Nord Kivu. Ce, après d'intenses combats contre les miliciens Maïmaï Simba de Paul Sadala, alias Morgan. Des sources sur place indiquent que la localité a été reconquise par une unité des FARDC venue en renfort des militaires qui étaient déployés avant que les miliciens ne l'occupent. Les FARDC ont de ce fait les félicitations des Congolais, fait savoir les télégrammes du Congo. Pour les observateurs, souligne-t-il, ce comportement responsable des militaires congolais est dû au changement intervenu à la tête du commandement. On trouve actuellement sur le front des hommes de troupes disciplinés, organisés, motivés et requinqués, ajoute l'hebdomadaire. Les dépêches de Brazzaville parlent de la situation à Rutshuru, dans le Nord Kivu, où la cohabitation entre le M23 et la population est difficile. Le journal cite le cas de Kiwanja, où la tension est perceptible et montante avec les récentes arrestations opérées par les rebelles sur les jeunes gens ayant manifesté jeudi dernier leur joie après les bombardements des FARDC sur les positions rebelles, notamment à Rumangabo. Cet événement a davantage, associé à d'autres, accentué le clivage entre la rébellion du M23 et la population de Rutshuru et d'ailleurs, indique-t-il. Affaire Bemba Gombo, Poulmanebo annonce la libération du chairman pour 2014. Ce, par rapport au déroulement du procès et à condition que le calendrier soit respecté. Enfin, face à la pratique de marges bénéficiaires excessives, le gouvernement préconise le contrôle a priori des prix, affiche l'observateur. Cette décision gouvernementale est motivée par le rapport d'audit sur la structure des prix appliqués par certains importateurs œuvrant sur les territoires congolais. Audit qui vient d'étaler au grand jour leur délectation commerciale sans précédent. En effet, écrit le quotidien, pour le seul exercice 2012, la marge bénéficiaire des importateurs en RDC s'est située à plus de 33%, soit 3 fois supérieure à la marge bénéficiaire légale pour certains produits de consommation, dont le chinchard. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Le prochain rendez-vous est fixé à demain, à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.
Voilà, sur ce plateau avec nous, je vous l'ai dit, Emmanuel Ilunga, un dernier mot. Vous êtes président de Action républicaine pour le progrès. Un dernier mot. Tout ce que je souhaite, c'est que cette fois-ci, le dialogue que va entamer le Congolais soit un dialogue très sincère et qu'il y ait des deux côtés, qu'il y ait des bonnes volontés et qu'on aboutisse au moins à quelque chose de sérieux, qui est sur le plan international, qu'on ne montre pas que nous sommes des incapables et que chaque fois que nous avons un problème, nous faisons appel à la communauté internationale pour venir régler nos différends alors que nous sommes capables de le faire. Donc je souhaite vraiment que l'opposition soit très responsable et aussi le pouvoir, enfin, qu'on sorte une fois pour toutes de toutes ces difficultés qui connaissent notre pays. Bien, merci. On vous reprendra peut-être à une autre occasion dans nos différentes productions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, au nom de Patricia Amouli, chef d'édition. Bonne soirée en compagnie de Antenne A, la chaîne de référence.